L'encéphalite est une inflammation aiguë du cerveau résultant habituellement d'une infection virale ou d'un dysfonctionnement du système immunitaire qui attaque par erreur le tissu cérébral. Elle commence généralement par de la fièvre et un mal de tête. Elle est rarement mortelle. Définition de l'encéphalite. L'encéphalite, qu'est-ce que c'est? L'encéphalite est une inflammation du cerveau. Les infections virales sont la cause la plus fréquente de la maladie. L'encéphalite peut provoquer des symptômes semblables à ceux de la grippe, tels que la fièvre ou le mal de tête sévère. Cela peut aussi causer des pensées confuses, des crises ou des problèmes moteurs. Cependant, de nombreux cas d'encéphalite n'entraînent que des symptômes légers ou apparaissent sans symptômes. Les cas graves d'encéphalite, bien que relativement rares, peuvent être mortels. L'évolution d'une encéphalite étant imprévisible, il est important d'avoir un diagnostic et un traitement opportun. Les causes de l'encéphalite. La cause exacte de l'encéphalite est souvent inconnue, mais la cause la plus souvent diagnostiquée est une infection virale. Les infections bactériennes et les maladies inflammatoires non infectieuses peuvent également provoquer une encéphalite. Une infection peut entraîner l'une des deux affections affectant le cerveau. L'encéphalite primaire survient lorsqu'un virus ou un autre agent infectieux affecte directement le cerveau. L'infection peut être concentrée dans un endroit du corps ou diffuse. Une infection primaire peut être une réactivation d'un virus inactif, latent, suite à une maladie antérieure. L'encéphalite secondaire est une réaction défectueuse du système immunitaire en réponse à une infection. Au lieu d'attaquer uniquement les cellules provoquant une infection, le système immunitaire attaque par erreur également les cellules saines dans le cerveau. L'encéphalite secondaire survient souvent 2 à 3 semaines après l'infection initiale. Elle est rarement une complication d'une vaccination. Causes virales communes. Les causes communes d'encéphalite sont les suivantes. Virus de l'herpès. Il existe 2 types de virus herpès simplex, HSV. L'un ou l'autre type peut provoquer une encéphalite. Le HSV type 1, HSV1, est généralement responsable des rhumes ou des boutons de fièvre autour de la bouche, et le HSV type 2, HSV2, provoque généralement l'herpès génital. L'encéphalite causée par le HSV1 est rare, mais elle peut causer des lésions cérébrales significatives ou la mort. D'autres virus de l'herpès peuvent causer une encéphalite tels que le virus d'Epstein-Barr, qui provoque généralement une mononucléose infectieuse, et le virus de la varicelle zoster, qui provoque généralement la varicelle et le zona. Entérovirus. Ces virus comprennent le poliovirus et le coxsackie-virus, qui causent généralement une maladie avec des symptômes semblables à ceux de la grippe, une inflammation des yeux et des douleurs abdominales. Virus transmis par des moustiques. Les arbovirus ou les virus transmis par des arthropodes sont transmis par des moustiques ou d'autres insectes qui sucent le sang. Les moustiques transfèrent le virus d'un hôte non humain, comme un oiseau ou un cheval, aux humains. Les symptômes d'une infection peuvent apparaître de quelques jours à quelques semaines après l'exposition à un arbovirus. Virus transmis par des tiques. Le virus de Powassan est un virus connu transmis par les tiques qui a causé une encéphalite aux États-Unis et au Canada. Les symptômes apparaissent généralement environ 1 semaine après l'exposition au virus. Virus de la rage. L'infection par le virus de la rage, qui est généralement transmise par une piqûre d'un animal infecté, entraîne une progression rapide de l'encéphalite une fois que les symptômes débutent. La rage est une cause rare d'encéphalite aux États-Unis. Infections infantiles. Les infections courantes de l'enfance, telles que la rougeole, les oreillons et la rubéole, furent des causes assez fréquentes d'encéphalite secondaire. Ces causes sont maintenant rares en raison des vaccinations contre ces maladies. Diagnostic de l'encéphalite. Les questions concernant les symptômes, les facteurs de risque et les antécédents médicaux sont importantes pour établir un diagnostic d'encéphalite. Les tests de diagnostic qui peuvent être nécessaires comprennent les éléments suivants. Examen neurologique. Cet examen permettra de détecter un patient confus et somnolent. Imagerie cérébrale. L'imagerie cérébrale est souvent le premier test si les symptômes et les antécédents de patients suggèrent la possibilité d'une encéphalite. Les images peuvent révéler un gonflement du cerveau ou une autre affection qui peut causer les mêmes symptômes, par exemple une tumeur. Les technologies utilisées sont l'imagerie par résonance magnétique, IRM, qui peut être utile pour détecter les changements dans la structure du cerveau, voire une tomodensitométrie, CT. Ponction lombaire. Le médecin insère une aiguille dans le bas du dos pour extraire le liquide céphalorachidien, LCR, le liquide protecteur qui entoure le cerveau et la colonne vertébrale. Les changements dans ce fluide peuvent refléter une infection et une inflammation dans le cerveau. Dans certains cas, des échantillons de LCR peuvent être testés pour identifier le virus ou un autre agent infectieux. Autres tests de laboratoire. Des échantillons de sang ou d'urine, ou d'excrétion provenant de l'arrière de la gorge peuvent être testés pour détecter des virus ou d'autres agents infectieux. Électroencéphalogramme, EEG. Le médecin peut demander un EEG, un test dans lequel une série d'électrodes sont posées sur le cuir chevelu. L'EEG enregistre l'activité électrique du cerveau. Une activité anormale peut être compatible avec un diagnostic d'encéphalite. Biopsie du cerveau.
Ce test qui consiste à prélever un petit échantillon de tissu cérébral est seulement utilisé quand les symptômes s'aggravent et que les traitements n'ont aucun effet. Evolution et complications possibles. Les complications résultant de l'encéphalite dépendent de plusieurs facteurs tels que l'âge, la cause de l'infection et le moment où le traitement a débuté. Les patients plus jeunes ont tendance à se rétablir sans beaucoup de problèmes, alors que les plus âgés présentent un risque accru de complications et de mortalité. Dans la plupart des cas, les personnes atteintes d'une encéphalite de faible gravité n'auront pas de complications à long terme. Les complications les plus graves qui peuvent persister pendant des mois ou qui peuvent être permanentes sont une fatigue persistante, une faiblesse ou un manque de coordination musculaire, des changements de personnalité, par exemple saute d'humeur, frustration, colère, des problèmes de mémoire, une paralysie, des troubles auditifs ou visuels, des troubles de la parole. La personne devra répondre à certaines des questions suivantes ou répondre à des questions concernant son enfant. Quand les symptômes ont-ils commencé? Avez-vous récemment commencé à prendre de nouveaux médicaments? Dans l'affirmative, quel est le médicament? Avez-vous été piqué par un moustique ou un tique au cours des dernières semaines? Avez-vous déjà voyagé? Si oui, où? Avez-vous récemment eu un rhume ou une grippe? Avez-vous été vacciné? Êtes-vous à jour de vos vaccinations? Avez-vous été exposé récemment à des animaux sauvages ou des toxines connues? Avez-vous eu des relations sexuelles non protégées avec un nouveau partenaire sexuel? Avez-vous une maladie ou prenez-vous des médicaments qui affaiblissent votre système immunitaire? Les symptômes de l'encéphalite. Reconnaître l'encéphalite. La plupart des personnes atteintes d'encéphalite virale ont les symptômes suivants. Mal de tête, fièvre, courbatures dans les muscles ou les articulations, fatigue et somnolence, sensibilité à la lumière, rigidité du cou. Les cas plus sérieux nécessitent des soins médicaux rapides. L'encéphalite peut s'aggraver et provoquer d'autres signes et symptômes tels que confusion, agitation ou hallucination, perte de sensation ou de paralysie dans certaines zones du visage ou du corps, faiblesse musculaire, vision double, perception de mauvaises odeurs, problèmes de langage ou auditif, perte de conscience et de mémoire. Les signes et les symptômes chez les nourrissons et les jeunes enfants peuvent également inclure fontanelle creusée, nausées et vomissements, rigidité corporelle, pleurs continus, mauvaise alimentation, irritabilité. Il est indispensable d'obtenir des soins immédiats si une personne présente l'un des symptômes associés à des cas plus graves d'encéphalite. Des maux de tête intenses, une fièvre et une conscience altérée nécessitent des soins d'urgence. Les facteurs de risque. Toute personne peut développer une encéphalite. Les facteurs qui peuvent augmenter le risque de la maladie comprennent l'âge. Certains types d'encéphalite sont plus fréquents ou plus sévères dans certains groupes d'âge. En général, les jeunes enfants et les personnes âgées sont plus exposés à la plupart des types d'encéphalite virale. L'encéphalite du virus de l'herpès tend à être plus fréquent chez les personnes de 20 à 40 ans. Un système immunitaire affaibli. Les personnes atteintes du sida, celles qui prennent des médicaments antidépresseurs ou qui souffrent d'une autre affection diminuant le système immunitaire présentent un risque accru d'encéphalite. Localisation. Les virus transmis par les moustiques ou les tiques sont fréquents dans certaines régions géographiques. Saison de l'année. Les maladies transmises par les moustiques et les tiques ont tendance à être plus répandues au printemps, à l'été et au début de l'automne dans de nombreux pays tels que les États-Unis. Prévention. La meilleure façon de prévenir l'encéphalite virale est de prendre des précautions pour éviter l'exposition à des virus pouvant causer la maladie. Avoir une bonne hygiène. Bien se laver les mains fréquemment avec du savon et de l'eau, en particulier après avoir utilisé les toilettes et avant et après les repas. Apprendre aux enfants les bonnes habitudes d'hygiène. Se faire vacciner ou mettre à jour ses vaccins, surtout avant de voyager dans un pays à risque. Protection contre les moustiques et les tiques. Pour minimiser l'exposition aux moustiques et aux tiques, il faut suivre les conseils suivants. S'habiller pour se protéger, en portant par exemple des chemises à manches longues et des pantalons longs entre le crépuscule et l'aube lorsque les moustiques sont les plus actifs. Appliquer un anti-moustique contenant un ingrédient actif reconnu, par exemple DEET, eucalyptus ou picaridine. Utiliser un insecticide contenant par exemple de la permétrine. Ces produits, qui repoussent et tuent les tiques et les moustiques, sont pulvérisés sur les vêtements et les tentes. La permétrine ne doit pas être appliquée sur la peau. Éviter les moustiques. S'abstenir d'activités inutiles dans les endroits où les moustiques sont les plus répandus. Si possible, évitez d'être à l'extérieur du crépuscule jusqu'à l'aube, lorsque les moustiques sont les plus actifs. Gardez les moustiques hors de chez vous. Réparez les trous dans les fenêtres et les moustiquaires. Débarrassez-vous des sources d'eau à l'extérieur de votre domicile. Dans la mesure du possible, éliminez l'eau stagnante dans votre jardin, où les moustiques peuvent mettre leurs œufs. Recherchez des signes externes de maladies virales. Si vous remarquez des oiseaux ou des animaux malades ou mourants, signalez-le aux services de santé locaux. Protection pour les jeunes enfants. Les insecticides ne sont pas recommandés pour les nourrissons de moins de 2 mois. Au lieu de cela, couvrez un porte-bébé ou une poussette avec une moustiquaire. Toujours aider les enfants à utiliser un anti-moustique. Vaporiser les vêtements et la peau exposée.
Appliquez l'insecticide à l'extérieur afin d'atténuer le risque d'inhalation du produit. Pulvérisez un répulsif sur vos mains, puis appliquez-le sur le visage de votre enfant. Prenez soin des yeux et des oreilles. Ne pas utiliser d'insecticide sur les mains de jeunes enfants car ils peuvent mettre la main dans la bouche. Traitement. Le traitement des cas légers inclut le repos au lit, boire beaucoup, des anti-inflammatoires tels que l'acétaminophène et l'ibuprofène pour soulager les maux de tête et la fièvre. Les antiviraux. Les cas d'encéphalite dus à certains virus nécessitent habituellement des traitements antiviraux par voie intraveineuse. Les médicaments antiviraux couramment utilisés pour traiter l'encéphalite sont notamment l'aciclovir et le ganciclovir. Certains virus, tels que les virus transmis par des insectes, ne répondent pas à ces traitements. Cependant, étant donné que le virus spécifique peut ne pas être identifié immédiatement ou ne peut pas l'être du tout, le traitement par l'aciclovir est souvent commencé immédiatement. Ce médicament peut être efficace contre le virus de l'herpès. Les effets secondaires des médicaments antiviraux peuvent inclure des nausées, des vomissements, des diarrhées et des douleurs musculaires ou articulaires. Des problèmes sérieux graves peuvent inclure des anomalies de la fonction rénale ou hépatique ou la suppression de l'activité de la moelle osseuse. Des tests appropriés sont utilisés pour surveiller les effets indésirables graves. Des soins supplémentaires à l'hôpital sont également nécessaires pour les personnes atteintes d'encéphalite grave. Ces soins peuvent inclure l'assistance respiratoire, ainsi qu'une surveillance attentive de la respiration et de la fonction cardiaque. Des liquides intraveineux pour assurer une bonne hydratation et des niveaux appropriés de minéraux essentiels. Des anti-inflammatoires tels que les corticostéroïdes, pour réduire la pression dans le crâne, en particulier dans les cas d'encéphalite post-infectieuse, secondaire. Des médicaments anticonvulsivants tels que la phénitoïne pour arrêter ou prévenir les convulsions. Thérapie de suivi. Après le traitement de la maladie, il peut être nécessaire de recevoir une thérapie supplémentaire en fonction du type et de la gravité des complications. Cette thérapie peut inclure une physiothérapie pour améliorer la force, la flexibilité, l'équilibre, la coordination motrice et la mobilité. Une thérapie pour développer les habiletés quotidiennes. Une rééducation de la parole. Une psychothérapie comportementale afin de diminuer les troubles de l'humeur ou résoudre les changements de personnalité, accompagnée d'un traitement médicamenteux si nécessaire.